Un juge accuse un homme noir âgé et innocent, jusqu'à ce qu'il appelle son fils, le procureur général des États-Unis. La salle d'audience bourdonnait de conversations étouffées et de pas anxieux, une symphonie agitée d'anticipation et de malaise. La chaleur étouffante de la matinée de juillet enveloppait la pièce, perlant des gouttes de sueur sur les fronts et mouillant les cols amidonnés. Des particules de poussière flottèrent dans l'air, captées par les pâles rayons de soleil filtrant à travers les étroites fenêtres à barreaux, au-dessus. On aurait dit que l'atmosphère même conspirait à rendre les débats suffocants, l'air chargé de jugement bien avant qu'un verdict ne soit rendu. Gerald Patterson, un homme frêle mais résilient de 70 ans, entra en traînant les pieds dans la salle d'audience, les mains et les chevilles menottées. Le cliquetis du métal résonna dans toute la pièce, un son destiné à dépouiller une personne de sa dignité et à la réduire à un état inférieur à l'humain. Son visage portait l'épuisement des nuits blanches et le lourd tribut d'une vie passée à travailler dur dans les usines et les champs. Des rides profondes se creusaient sur sa peau burinée, les sillons des épreuves et des sacrifices indéniables. Pourtant son regard, vif et provocateur, brillait d'une obstination qu'il avait soutenue malgré toutes les injustices que la vie lui avait infligées. Le costume qu'il portait, un ensemble anthracite, délavé qui avait été autrefois sa plus grande fierté, pendait librement sur sa silhouette, comme si le tissu lui-même commençait à céder à sa silhouette atrophiée. C'était le même costume qu'il avait porté lors de la remise des diplômes de sa petite-fille, un événement qu'il chérissait plus que quiconque. Le souvenir de son sourire radieux lorsqu'elle reçut son diplôme persistait dans son esprit, une lueur de chaleur dans une existence par ailleurs froide. Sa cravate, nouée de mains tremblantes ce matin-là, était légèrement de travers, mais il n'avait pas osé la rajuster. La vanité était un luxe désormais hors de sa portée. Il sentait les regards du tribunal braqués sur lui, leurs regards empreints de curiosité, de pitié ou de dédain. L'air était empreint de l'odeur acide du bois ciré et du désinfectant, une odeur stérile se mêlant désagréablement au musc de la sueur et de l'impatience. Tandis qu'on le guidait vers son siège, les chaînes autour de ses chevilles raclaient le sol, chaque pas lui rappelant les entraves qui définissaient désormais son existence. Il s'affala dans le fauteuil, dont la surface impitoyable pressait son dos déjà douloureux. Ses mains, rugueuses et calleuses après des années de travail, agrippaient le bord de la table devant lui, les jointures blanches de tension. Les accusations portées contre lui étaient tout simplement monstrueuses. Gerald Patterson était accusé d'avoir orchestré un braquage dans une bijouterie du centre-ville, un événement qui avait coûté la vie à 3 innocents. Ces accusations lui paraissaient absurdes, un cruel coup du sort qu'il avait encore du mal à comprendre. Il avait passé sa vie à peine joindre les deux bouts, ses ambitions se limitant à subvenir aux besoins de sa famille et à savourer les rares moments de paix qui s'offraient à lui. Le crime n'avait jamais été pris en considération, et encore moins une affaire aussi brutale que celle dont il était accusé. Les preuves, si tant est qu'on puisse les qualifier ainsi, étaient pour le moins fragiles. Une seule déposition, celle d'un toxicomane notoire dont la crédibilité était aussi instable que son mode de vie. Le témoignage de l'homme était criblé d'incohérences, ses paroles incohérentes, comme si la vérité elle-même avait été enfouie sous des couches de désespoir et de manipulation. Il y avait aussi les images de surveillance, un fouillis granuleux et déformé qui ne présentait que des ombres floues et des silhouettes indistinctes. Et pourtant, l'accusation s'était emparée de ces fragments avec un enthousiasme frisant le fanatisme. Le procureur Thomas Monroe dominait la salle d'audience tel un prédateur encerclant une proie blessée. Sa voix, aiguë et précise, exprimait l'arrogance d'une certitude absolue. La réputation de Monroe s'était bâtie sur des condamnations retentissantes et une efficacité impitoyable. Ses costumes étaient impeccablement coupés, ses cheveux toujours parfaitement coiffés. Un homme qui s'épanouissait dans sa supériorité perçue.
Il parlait avec une assurance qui semblait s'enrouler autour de la salle, ses mots étant calculés pour resserrer l'étau autour du cou de Gérald. Les déclarations liminaires de Monroe avaient été prononcées avec une éloquence telle qu'elle était destinée à hypnotiser un jury, à semer le doute et la suspicion qui se transformeraient en jugement irrévocable. Il parlait de justice, de responsabilité, de la nécessité de protéger l'innocent du monstrueux. Ces mots étaient des armes, aiguisées et affûtées dans le seul but de démanteler toute défense que l'avocat de Gérald pouvait rassembler. Mais Gérald voyait autre chose dans les yeux de Monroe, quelque chose qui se cachait sous le vernis poli du professionnalisme, l'avidité, l'ambition, une soif de triomphe qui surpassait de loin toute véritable quête de vérité. La juge Vivian Cartwright présidait l'affaire, sa présence imposante, imposant le respect. Elle était connue pour son respect indéfectible de la loi, ses jugements rendus avec une précision quasi mécanique. Son nom était devenu synonyme de peine sévère, son tribunal un lieu où la clémence était rarement accordée. Sa réputation s'était bâtie sur l'autorité et le contrôle, des qualités qui lui avaient valu à la fois admiration et ressentiment. L'expression de la juge Cartwright restait impénétrable tandis qu'elle observait les débats, son regard balayant Gérald avec le détachement et la froideur de quelqu'un qui a vu trop d'âmes brisées croiser son chemin. Pourtant, même elle semblait troublée par l'affaire, ses yeux se plissant légèrement lorsque Monroe parlait. Le poids de l'attention publique pesait sur elle, et Gérald sentait la tension irradier de son siège, comme si elle aussi luttait contre quelque chose qui l'échappait à son contrôle. Mais ce que le public ignorait, ce que le jury et les spectateurs réunis ne pouvaient soupçonner, c'était l'immense pression exercée en coulisses. Une pression exercée par des hommes dont le pouvoir s'étendait bien au-delà des limites de cette salle d'audience. 2 semaines plus tôt, un appel téléphonique avait ébranlé le système judiciaire dans ses fondements. Hauts fonctionnaires et politiciens puissants avaient fait connaître leurs désirs avec une subtilité que seuls les plus influents pouvaient exercer. Gerald Patterson allait être le bouc émissaire, l'agneau sacrificiel offert pour maintenir l'équilibre fragile de leur ordre pervers. L'inspecteur Marcus Boyle, enquêteur principal chargé de l'affaire, avait reçu l'ordre de ses supérieurs de s'assurer que toutes les preuves, réelles ou inventées, accusèrent Gérald. Marcus avait été un bon flic autrefois, son sens de la justice n'étant obscurci par la politique ni par la cupidité. Mais les menaces étaient réelles, les promesses de promotion enivrantes. Sa conscience était ensevelie sous le poids de ses propres compromissions, tel un fantôme qui le hantait au bord du précipice. Les ordres venaient de bien plus haut que le bureau de Monroe. Des rumeurs d'influence remontaient au sénateur Malcolm Hensley, un homme connu pour ses transactions commerciales impitoyables et ses relations obscures. Son nom à lui seul inspirait autant de crainte que de respect, un homme dont les ambitions étaient sans limite. Pire encore, le chef de la police Franklin Rhodes lui-même avait manipulé des rapports pour étayer les accusations contre Gérald, tout cela pour apaiser l'insatiable soif de contrôle de Hensley. Et la question qui persistait, telle une plaie purulente, était « Pourquoi Gérald ? Pourquoi ce vieil homme dont le seul crime avait été d'exister dans un monde qui prospérait sur la cruauté et la corruption ?» Le procès s'éternisa pendant des jours, chaque séance plus exténuante que la précédente, un défilé incessant d'accusations et de demi-vérités défilant devant le jury tels des trophées macabres. La salle d'audience était devenue un creuset de tension, l'air chargé d'une amertume qui s'infiltrait jusqu'aux pores de chacun. Gérald était assis, voûté à la table de la défense, dans la posture d'un homme dont le corps avait depuis longtemps cédé à la fatigue, mais dont l'esprit refusait de plier. Son regard autrefois vif s'était terni sous le poids de son propre désespoir, mais une lueur de détermination subsistait, même si elle s'affaiblissait d'heure en heure. Samuel Whittaker, l'avocat de Gérald, se battait avec la férocité d'un homme déjà résigné à la défaite. Surmené et sous-payé, Samuel était un avocat commis d'office noyé sous un flot incessant d'affaires, toutes aussi désespérées et catastrophiques les unes que les autres. Ses cheveux clairsemés collaient à son crâne en mèches ébouriffées.
son costume froissé témoignant de ses matins pressés et de ses nuits blanches. Pourtant, il persistait, la voix tendue mais ferme, tandis qu'il contre-interrogeait les témoins et tentait de tirer la vérité du récit tordu que Monroe avait si habilement construit. Les témoignages eux-mêmes étaient un fouillis chaotique de contradictions et d'ambiguïtés. Un témoin jurait avoir vu Gerald fuir la scène du crime, les vêtements soi-disant tachés de sang et l'air paniqué. Mais un autre le situait à plusieurs pâtés de maison de là, se disputant pour de la monnaie dans une supérette. Les témoignages se chevauchaient et s'entrechoquaient comme du verre brisé, leurs arêtes vives ne s'emboîtant jamais parfaitement. Pourtant, le harcèlement incessant de Monroe avait le don de ramener le récit à la même conclusion accablante. Gerald Patterson était un criminel calculateur qui avait orchestré un braquage brutal et laissé 3 innocents morts sur son passage. La performance de Monroe était tout simplement magistrale. Sa voix s'élevait et retombait avec une précision théâtrale, ses expressions exprimant toute l'indignation vertueuse d'un homme qui se croyait au-dessus de tout reproche. Il tissait ses arguments avec une précision qui ne laissait guère de place au doute, ponctuant ses déclarations de regards perçants vers le jury, ses yeux brillant d'une lueur presque prédatrice. Il dépeignait Gerald non pas comme un homme désespéré, pris dans les rouages cruels du système judiciaire, mais comme un intrigant qui avait passé ses dernières années à comploter un crime qui lui assurerait une fortune dépassant ses rêves les plus fous. Vivian Cartwright demeurait stoïque derrière le banc, le regard étincelant d'un détachement froid, presque mécanique. Elle gardait son sang-froid avec une discipline de fer, les mains jointes devant elle, présidant le procès avec la même autorité inflexible qui était devenue sa marque de fabrique. Mais sa façade présentait des failles, subtiles et presque imperceptibles. Alors que les discours fervents de Monroe continuaient à tourner autour de la vérité, elle se sentait de plus en plus mal à l'aise, son regard s'attardant sur celui de Gerald plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas qu'elle voulait le croire. Des années à présider des affaires où culpabilité et innocence se confondaient, souvent lui avaient appris à aborder chaque accusé avec scepticisme. Pourtant, quelque chose dans cette affaire la rongeait, un murmure insidieux qui refusait de se taire. Les incohérences des preuves, les témoignages contradictoires, la façon dont les arguments de Monroe semblaient façonner la vérité au lieu de la révéler. Tout cela semblait aberrant, un enchevêtrement de manipulations et de tromperies déguisées en procès légitime. Mais ce qui la troublait le plus, c'était le désespoir dans le regard de Gerald, une supplication crue et indéniable qui ébranlait sa neutralité soigneusement construite. Elle essayait de l'ignorer, se disant que son devoir était envers la loi, non envers les sentiments. Sa réputation s'était bâtie sur son adhésion inébranlable à ce principe, et elle ne pouvait se permettre de laisser quoi que ce soit menacer ce fondement. Interrompre l'affaire serait un suicide professionnel, un acte imprudent qui détruirait tout ce qu'elle avait travaillé si inlassablement à bâtir. Pourtant, même si elle enfouissait ses doutes sous des couches de professionnalisme rigide, le malaise persistait, comme une écharde logée au plus profond de sa conscience. Pendant ce temps, la culpabilité de Marcus Boyle le rongeait comme une plaie purulente. Son rôle dans l'affaire avait été entaché dès le début, ses mains souillées par les mensonges et la manipulation. Autrefois, il avait été un homme intègre, un détective fier de sa capacité à distinguer la vérité de la tromperie. Mais cette distinction était devenue floue, faussée par les menaces de ruine et les promesses de promotion. Le poids de sa trahison pesait sur lui avec une intensité impitoyable, une force écrasante qui le laissait vide et écœuré. Son appartement était devenu une prison de sa propre création, ses recoins faiblement éclairés, emplis d'une odeur d'alcool éventé et de vaisselle sale. Il passait ses nuits à arpenter le plancher grinçant, ses pensées tournant en boucle dans un cycle interminable de culpabilité et de regret. Les bouteilles s'entrechoquaient, tandis qu'il prenait un autre verre, la main tremblante tandis qu'il versait le liquide ambré dans un verre ébréché. Il buvait pour faire taire la voix qui rageait en lui,
celle qui lui disait qu'il n'était rien d'autre qu'un lâche caché derrière un badge. 2 semaines plus tôt, il était tombé sur quelque chose d'effrayant. Une note interne de la police détaillant les ordres explicites de falsifier les preuves afin d'obtenir la condamnation de Gerald. Les mots avaient été formulés dans un langage stérile et clinique, leur froide efficacité visant à masquer la monstruosité de leur intention. Il avait enterré la note, comme on le lui avait demandé, mais son existence le hantait comme un fantôme qu'il ne pouvait exorciser. C'était une vérité trop dangereuse à affronter, une vérité qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait autrefois considéré comme sacré. Le dernier jour du procès, tandis que la défense préparait sa plaidoirie, l'atmosphère dans la salle d'audience était devenue tendue et électrique, l'attente du jugement pesant lourdement dans l'air. La voix de Samuel Whittaker se brisa sous l'effet de son propre épuisement, ces mots n'étant qu'une faible tentative de contrer la vague écrasante de mensonges qui pesait sur son client. Le regard de Gerald resta fixé sur le banc du juge, son expression résolue alors même que son propre espoir commençait à s'étioler. La voix de Gerald s'éleva du plus profond de sa lassitude, une voix qui portait le poids de tout ce qu'il avait enduré. Il parle doucement mais fermement, ses mots mesurés et posés. Tout ce qu'il demandait, c'était une chance équitable. S'il avait mal agi, il purgerait sa peine. Mais il jura sur le nom de sa famille qu'il était innocent. Sa plaidoirie transperça le silence étouffant de la salle d'audience comme une lame de rasoir, sa sincérité impossible à ignorer. Les doigts de la juge Cartwright se crispèrent sur son marteau, ses ongles s'enfonçant dans le bois poli tandis qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Ses yeux se plissèrent, une lueur de suspicion y illumina. Mais ses mains tremblaient, trahissant physiquement le trouble qui la faisait rager. Et puis Gerald reprit la parole, la voix brisée, s'adressant directement à elle. Les mots s'échappèrent de ses lèvres avec une crudité qui coupa le souffle à la salle. Il avait un fils, admit-il, un fils absent à cause de toute cette folie. Edward Patterson, révéla-t-il. Le nom résonna avec une force qui laissa tout le monde abasourdi, le procureur général des États-Unis. Et tandis que la révélation s'abattait sur la salle d'audience comme une tempête naissante, les implications des paroles de Gerald commencèrent à prendre forme, leur sens sombre et indéniable. Tout changea après la déclaration de Gerald. L'atmosphère de la salle d'audience, autrefois chargée de jugement et de résignation, vibrait désormais d'une toute autre vibration. Le choc, la peur, et surtout le doute. Les yeux de Vivienne se croisèrent, et, pour la première fois, le masque d'autorité absolue qu'elle portait si naturellement commença à se fissurer. Le nom du procureur général des États-Unis fut une bombe atomique détonée au cœur de sa salle d'audience, ses secousses résonnant jusqu'aux moelles de chaque personne présente. Pendant un bref instant, le silence engloutit la salle, une immobilité surnaturelle comme si l'air avait été aspiré de la salle. Son esprit peinait à assimiler l'implication. Edward Patterson, l'homme dont l'influence politique n'avait d'égal que sa quête impitoyable de justice. L'homme qui avait démantelé le crime organisé et fait tomber des fonctionnaires corrompus comme une plaie. Et maintenant, ce vieil homme frêle et brisé, enchaîné devant elle, prétendait être son père. Les lèvres de Viviane s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge se serra contre l'instinct de rejeter la révélation comme la tactique désespérée d'un homme n'ayant plus rien à perdre. Mais la sincérité dans le regard de Gerald, l'indéfectible supplication qui irradiait de sa voix, rongeait sa conscience avec une détermination impitoyable. La révélation se propagea, ses effets immédiats et dévastateurs. Le jury, jusque-là stupéfait, échangèrent des regards confus et surpris, leur confiance dans le récit de Monroe soudainement fracturée. Monroe lui-même vacilla, sa bouche s'ouvrant et se fermant sous l'incrédulité. Son imposante présence d'habitude s'affaissa sous le poids de ce que Gerald avait révélé. Il se rétablit rapidement, son comportement retrouvant son agressivité raffinée, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Une pointe d'anxiété dans ses mouvements qui n'était pas là auparavant.
À l'extérieur du palais de justice, la frénésie médiatique s'est enflammée comme une traînée de poudre. Les journalistes tournoyaient comme des vautours, leurs caméras et leurs micros braqués avec une précision implacable. La nouvelle de la déclaration de Gérald s'est répandue à une vitesse incontrôlable. Elle a fait la une de toutes les chaînes d'information, un scandale trop sensationnel pour être ignoré. Les téléphones sonnaient sans cesse dans les couloirs du pouvoir, les noms des politiciens et des forces de l'ordre circulant d'une oreille à l'autre dans une cacophonie de panique et de suspicion. Le bureau du sénateur Malcolm Hensley a sombré dans le chaos. Ses assistants se sont empressés d'enterrer les connexions, leurs doigts tremblants sur les claviers, tandis qu'ils épuraient les dossiers et épuraient les fichiers avec une efficacité désespérée. La rage de Hensley était palpable, sa voix s'élevant jusqu'à devenir un rugissement, tandis qu'il aboyait des ordres au téléphone, les articulations blanchies, à force d'avoir serré le combiné avec suffisamment de force pour laisser des traces. Il exigeait de toutes les personnes impliquées l'assurance que la situation serait maîtrisée. Ce désordre ne pouvait entacher ses ambitions, pas alors qu'il était sur le point de décrocher le contrat le plus lucratif de sa carrière. Que la déclaration de Gérald soit rendue publique était un échec inacceptable, exigeant des représailles immédiates et sans compromis. Le chef Franklin Rhodes était tout aussi affolé, son bureau en proie au chaos, tandis que ses subordonnés s'efforçaient d'exécuter ses ordres. Son visage avait vieilli de plusieurs années en quelques heures, les rides creusées sur ses traits se creusant à chaque appel téléphonique frénétique. La prise de conscience que la conspiration qu'il avait si soigneusement orchestrée s'effondrait le remplissait d'une terreur sans précédent. Sa réputation, sa position, son gagne-pain ne tenaient plus qu'à un fil, s'effilochant à une vitesse alarmante. Son désespoir était palpable, chaque ordre teinté d'une rage qui trahissait la froide confiance qu'il dégageait habituellement. Le chef Rhodes pressait Marcus plus fort que jamais, ses paroles empreintes d'une urgence venimeuse. « Détruisez toute preuve pouvant mener à eux, exigea-t-il. Éliminez toute trace de leur implication avant que la piste ne devienne trop brûlante pour être éteinte. » Le téléphone de Marcus vibrait sans cesse de messages, tous plus menaçants les uns que les autres. La pression s'abattait sur lui avec une force qui lui serrait la poitrine et lui faisait trembler les mains. Mais Marcus avait atteint son point de rupture. La culpabilité qui le rongeait depuis des semaines avait enflé jusqu'à l'étouffer. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il voyait un homme qu'il ne reconnaissait plus. Un homme qui avait trahi tous les principes qui lui étaient autrefois chers. Le souvenir de ce mémo le hantait, les mots gravés dans sa conscience avec une clarté qu'aucune quantité d'alcool ne pouvait altérer. Il passa cette nuit-là enfermé dans son appartement, les rideaux tirés pour masquer la lueur oppressante de la ville derrière sa fenêtre. Ses pensées tourbillonnaient dans un tourbillon chaotique, sa conscience luttant contre la peur écrasante de ce qui arriverait s'il défiait les ordres. Son esprit repassait sans cesse les paroles de Gérald, la sincérité de son plaidoyer résonnant dans son crâne comme le glas d'une cloche funèbre. Cet homme était déchiré par des forces qui échappaient à son contrôle, les mêmes forces qui avaient transformé la vie de Marcus en une grotesque parodie de justice. Au plus profond de son désespoir, une décision s'imposa. Il ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait, ni effacer les mensonges et les manipulations qui avaient empoisonné l'enquête. Mais il pouvait révéler la vérité, et s'il était détruit dans l'opération, tant pis. L'alternative était de vivre avec la conscience d'avoir condamné un innocent à une vie de souffrance, tout cela pour protéger les puissants aux dépens des plus faibles. Marcus fouilla le désordre de son appartement, les mains tremblantes lorsqu'il exhuma le mémo froissé sous une pile de dossiers abandonnés. Le papier était froissé et taché, mais son contenu était indubitable. Son pouls battait fort contre son crâne, tandis qu'il lisait ces mots une dernière fois, le poids de leurs implications s'abattant sur lui comme un raz-de-marée. C'était sa chance de réparer les choses, de retrouver l'intégrité qu'il avait si négligemment abandonnée. La veille du verdict final, Marcus s'approcha du bureau de Samuel Whittaker à la faveur de l'obscurité.
La pluie tombait à torrents, lui plaquant les cheveux sur le front et trempant ses vêtements jusqu'à ce que sa peau soit parcourue d'un frisson qui lui transperça les os. Ses pas claquaient sur le trottoir, sa respiration saccadée et irrégulière tandis qu'il poussait la porte du bureau faiblement éclairée. Samuel leva les yeux du fouillis de papier éparpillé sur son bureau, ses yeux s'écarquillant de surprise à l'entrée de Marcus. L'expression de l'inspecteur était un mélange de détermination et d'angoisse, celui d'un homme déchiré par sa propre trahison, mais désormais résolu à se racheter. Sans un mot, Marcus posa le mémo sur le bureau, ses doigts s'attardant sur le papier comme s'il hésitait à se défaire de la preuve qui pouvait tout détruire. Sa voix était un murmure rauque, ses mots tendus et chargés du poids de ses propres remords. « Fais ce que tu as à faire. » Les mots flottèrent dans l'air, signifiant à la fois une supplication et un ultimatum. Et avant que Samuel ne puisse répondre, Marcus fit demi-tour et s'éloigna, les épaules affaissées sous le poids de ses propres échecs. La tempête faisait rage tandis qu'il disparaissait dans la nuit, la pluie effaçant sa présence, mais jamais les péchés qu'il portait en lui. Le lendemain matin, la salle d'audience était enflée d'impatience, l'air chargé d'une odeur de sueur et de malaise. Les spectateurs s'entassaient sur tous les sièges disponibles, les yeux brillants d'une soif de scandale. Le sang-froid autrefois inébranlable de Monroe s'était étiolé pendant la nuit. Son visage blême et ses yeux se fixant nerveusement sur Samuel Whittaker avec la méfiance d'un animal acculé. Sa voix, d'ordinaire d'une précision acérée, vacillait désormais à chaque objection, sa rhétorique s'effondrant sous le poids de ce qui allait arriver. Vivian rappela la salle à l'ordre, d'une voix ferme mais tendue, un mince filet de contrôle tenant à peine le cours des débats. Son expression restait indéchiffrable, une forteresse de neutralité masquant le tumulte qui bouillonnait en elle. Elle sentait la fragilité de son autorité, une structure bâtie sur des années de principes rigides, désormais menacée par la force indéniable de la vérité. Samuel Whittaker se leva, les doigts tremblants, mais le regard perçant, animé d'une détermination nouvelle. Ses mots jaillirent avec une conviction longtemps réprimée, sa voix brisée mais jamais défaillante, tandis qu'il dévoilait les preuves à la vue de tous. La note, dont le contenu détaillait la corruption et la tromperie des plus hautes sphères, était plus que de simples mots sur le papier. C'était un miroir reflétant la pourriture grotesque qui couvait au cœur du système judiciaire. Le silence tomba comme une guillotine lorsque Samuel termina, la vérité n'étant plus qu'une plaie ouverte qui saignait sur le sol de la salle d'audience. Les tentatives de Monroe pour contrer la révélation sonnèrent faiblement, ses protestations ressemblant aux gesticulations désespérées d'un homme s'accrochant à des fils effilochés. Les visages des jurés reflétèrent le choc et l'horreur de la trahison, leur confiance dans le système irrémédiablement brisé. Le marteau de Vivian s'abattit violemment, sa propre voix se brisant lorsqu'elle annonça le verdict. Gérald était innocenté. Le chaos éclata, une violente symphonie d'indignation et de justification. Les journalistes réclamaient des déclarations, leurs voix noyées sous le vacarme d'une salle d'audience déchirée. Mais pour Gérald, le monde se brouilla tandis qu'il s'affaissait sur son siège, le poids de la victoire et de la survie pesant sur lui. Les mains de Vivian tremblaient, sa certitude brisée par la prise de conscience de sa propre complicité. Toutes ces années de jugement rigide, sa quête de justice entachée par un système auquel elle avait accordé une confiance trop aveugle. Mais sa propre prise de conscience n'était pas la seule. Marcus observait depuis l'ombre, la poitrine gonflée par un mélange de soulagement et d'effroi. Son propre parcours était loin d'être terminé. La vérité qu'il avait révélée n'était que le début. La machine de corruption qu'il avait servie allait devoir rendre des comptes de l'intérieur, et il n'aurait de cesse que chaque rouage ne soit arraché de son noyau corrompu. Pour la première fois depuis des années, la justice semblait plus qu'un simple mot. C'était l'espoir.